Parfait. Donc, tout le monde connaît ou croit connaître le contrat d'assurance vie, bien évidemment, qui est le contrat préféré des Français, l'épargne préférée des Français en tout état de cause, et on connaît très peu le contrat de capitalisation qui est pourtant, allez, ou son cousin germain ou son frère jumeau. Voilà. Alors, pourquoi privilégier le contrat de capitalisation? On va essayer d'aborder les différences entre les deux contrats. Mais franchement, c'est très, 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 très proche sur beaucoup de sujets. Alors, les contrats de capitalisation sont hébergés chez un assureur également. Et le contrat bénéficie des mêmes avantages que l'assurance vie. Donc en matière de gestion, on retrouve les mêmes supports, strictement les mêmes. C'est comme si vous aviez deux voitures avec une coque qui est différente et puis le même moteur à l'intérieur, les mêmes composants. Donc tout est strictement de la même manière. Liquidité, le contrat de capitalisation offre la même liquidité grâce au rachat ou à l'avance, comme sur les contrats d'assurance vie. Et fiscalité sur les gains, c'est strictement pour les Français, je précise, la même que l'assurance vie. Par contre, le contrat de capitalisation, c'est plutôt un formidable outil de succession en complément de l'assurance vie. Alors, gestion financière, je vous ai dit que c'était la même chose. Voilà les contrats d'assurance vie. Il faut bien comprendre que il y a deux périodes importantes. Avant le 13 octobre 98, mais vous voyez, ça remonte quand même à 27 ans. Donc, si les contrats étaient antérieurs au 13 octobre 98, il y a ce cas particulier, mais la plupart des contrats ont été versés à partir, ou en tout cas été ouverts à compter du 13 octobre 98, ou même les versements sur un contrat ancien qui aurait été fait après le 13 octobre 98 sont gérés globalement par l'article le plus connu qui est l'article 990I et dans le cas très particulier des versements effectués après l'âge de 70 ans par l'article 757B. Pour le moment, c'est du chinois. Vous en faites pas, ça va aller beaucoup mieux. Dans tous les cas de figure, les contributions sociales sont de 17,20% sur ces contrats. Alors, le 990i, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un contrat qui permet un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, tout contrat confondu. Ça veut dire que, alors, bénéficiaire, c'est pas juste les héritiers. On peut avoir évidemment des enfants, on peut avoir un conjoint, mais on peut avoir des cousins, on peut avoir des petits-enfants, on peut avoir des amis, tout est possible. En tout cas, il y a autant d'abattements de 152 500 euros qu'il y a de bénéficiaires, tout contrat confondu. Ensuite, retenez bien que sur les 700 000 euros suivants, donc entre 152 500 et 852 500, tout contrat confondu, on a, en cas de décès, une taxation de 20%. Et au-delà de 852 500 euros par bénéficiaire, on a une taxation maximale sur le contrat d'assurance vie de 31,25%. Mais avant qu'on y arrive, il faut vraiment pas le faire exprès, mais ou avoir un patrimoine très 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 important, ou ne pas avoir beaucoup de bénéficiaires. Encore une fois, je ne dis pas d'héritiers. Pourquoi je vous parle de droit de succession et de contrat d'assurance vie alors qu'on est dans le contexte d'expert alia? Ben, c'est pour une simple raison, c'est que, bien évidemment, lorsqu'on est résident français, on règle des droits de succession, c'est tout à fait logique lorsqu'on décède, sur l'ensemble du patrimoine mondial. Il arrive également qu'il y ait pour des non-résidents, et c'est là que c'est important que vous compreniez tout ça, pour les non-résidents, donc ceux qui ont fait leur alia et qui vivent vraiment en Israël et qui ne travaillent plus en France et qui ou travaillent ou sont retraités en Israël, eh bien effectivement, il n'y a plus de droit de succession parce qu'il n'y a pas de droit de succession en Israël. Mais comprenez bien qu'il y a encore des droits de succession sur ce que vous conserveriez en France. Donc tout l'objet de notre travail à Experalia, c'est de vous alerter sur le fait que, à moins d'un attachement très très particulier à un bien,
c'est pas vraiment une bonne idée que de vouloir le conserver en France, parce qu'à un moment donné, il sera taxé en droit de succession. Maintenant, vous avez des gens qui ont émigré en Israël, qui ont petit à petit, parce qu'on ne peut pas faire ça en claquant dans les doigts, transféré leur patrimoine hors de France. Donc, votre argent est hors de France, votre patrimoine est hors de France, et le plus tard possible, vous décédez en Israël. Pourquoi je vous parle de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation? C'est parce que la France est le seul pays au monde qui a inventé que si les héritiers sont en France, alors il y a taxation de droits de succession sur l'ensemble du patrimoine dont ils héritent. Donc le but, effectivement, si on est dans cette situation et qu'on a encore des héritiers en France, c'est effectivement d'avoir, plutôt que de l'immobilier qui serait très fortement taxé, c'est d'avoir des contrats de capitalisation ou des contrats d'assurance vie qui permettent d'avoir ces avantages fiscaux. Donc rendez-vous compte, vous avez un patrimoine de 500 000 euros, d'un million d'euros, 1 million d'euros, et vous avez, allez, un conjoint et deux enfants, bah, ça fait déjà trois bénéficiaires. Bien que sur le conjoint, c'est le cas particulier. En France, il n'y ait plus de droit de succession depuis la loi TEPA de Nicolas Sarkozy. Donc, on va enlever le conjoint et on va conserver simplement les enfants. Deux enfants, quatre petits-enfants, six personnes à 152 500 euros par bénéficiaire. Ça permet d'effacer le million d'euros que vous aviez sur le contrat d'assurance vie. Bien évidemment, si c'était un peu plus, ça serait un taux de taxation à 20 à 20%, mais fondamentalement, dites-vous bien que si c'est 20, avec un contrat d'assurance vie, ça pourrait être beaucoup plus avec une succession classique, puisque les droits de succession en France, au-delà de 30 000 euros, et s'étagent entre 20 et 45% en ligne directe. Voilà donc pour le contrat d'assurance vie. Retenez ça, trois tranches, jusqu'à 152 500 euros, zéro d'impôt et zéro ah non, il y a toujours les prélèvements sociaux, pardon. Entre 152 500 et 852 500 euros, une taxation à 20%, et rares sont les cas où on a plus de 852 500 euros par bénéficiaire, auquel cas il y a une tranche à 31,25. Voilà. Le 757B, je vais en parler rapidement parce que c'est un cas de figure qu'on voit pas beaucoup. Bien évidemment, on a des personnes qui ont plus de 70 ans et qui ont un contrat d'assurance vie, mais la plupart du temps, ils ont eu la bonne idée de verser leurs capitaux avant l'âge de 70 ans. Maintenant, si dans le cas particulier où ils avaient versé un petit peu d'argent après 70 ans, la partie qui est gérée avant 70 ans est réglée par l'article 990I du CGI, c'est-à-dire la page précédente que je vous ai présentée, et la petite partie qui aurait été versée après 70 ans serait traitée comme cela. Il y aurait des droits de succession au-delà de 30 500 euros, qui est l'exonération qu'on a, la petite exonération qu'on a après 70 ans. Et par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant après 70 ans et que j'utilise de temps à autre, c'est que certes, il y a des droits de succession, mais sur les primes brutes, c'est-à-dire sur ce qu'on a versé après 70 ans. Par contre, si les primes rentrent dans l'assiette des droits de succession, les intérêts sont totalement exonérés. Donc comprenez bien que lorsqu'on a plus de 70 ans, on a et qu'on verse de l'argent sur un contrat d'assurance vie, on est dans un cas de figure où on a versé, je sais pas moi, 130 500 euros, très bien. 30 500 euros sont exonérés, 100 000 euros subiront des droits de succession. Et si on retrouve 250 000 euros au moment du décès, eh bien, vous avez compris que seuls 100 000 euros seraient taxés. Donc, on a aussi un avantage sur les contrats d'assurance post-70 ans. Il y a juste un cas de figure qu'il faut évoquer. De temps en temps, on a plus de 70 ans
et le conjoint a moins de 70 ans, si on est marié en communauté, on peut faire un contrat de tête et auquel cas bénéficier de l'âge du conjoint qui a moins de 70 ans pour ne pas être taxé, même si les sommes, on les met après 70 ans. C'est un cas un peu particulier. Bien, trop d'épargnants se retrouvent à la tête de nombreux contrats d'assurance vie sans se rendre forcément compte que les abattements ont déjà été dépassés, 152 500 euros par bénéficiaire, ou le seront au moment de leur décès. Donc, même si son fonctionnement ressemble à s'y méprendre à un contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation, lui, ne garantit pas le risque lié à la vie du souscripteur. Auquel cas, comprenez bien qu'un contrat de capitalisation non démembré, donc on en reparlera dans quelques instants, un contrat de capitalisation qui vous appartient présente un inconvénient majeur, c'est qu'au moment du décès, il rentre dans le patrimoine et il rentre dans les droits de succession en France, pour les droits de succession qu'on aurait à payer en France. Donc le contrat de capitalisation qui nous intéresse, c'est un contrat de capitalisation démembré. C'est un petit peu différent. Voilà. Le démembrement, qu'est-ce que c'est? Beaucoup le connaissent parce qu'ils l'ont utilisé dans l'immobilier, ils l'ont utilisé dans deux, trois autres cas de figure. Le démembrement, c'est simplement considérer qu'un bien est constitué de deux parties. Une partie qui est la nue propriété, c'est donc à qui appartient le bien, et une partie qui s'appelle l'usufruit, qui est la jouissance de ces biens. Si c'est de l'immobilier, c'est de percevoir des loyers ou de pouvoir vivre dans un appartement. Donc ça, c'est l'usufruit. Et la réunion des deux, la nue propriété et l'usufruit, s'appelle la pleine propriété. Eh bien, comprenez que si dans un contrat de capitalisation, vous avez eu la bonne idée de donner la nue propriété par un acte notarié à vos enfants et de garder simplement l'usufruit, vous pouvez jouir de ce contrat toute votre vie durant, intérêt et capital, puisque l'usufruitier a le droit de récupérer ou d'appréhender la totalité du contrat, mais par contre, comprenez bien que au moment du décès, l'usufruitier décédant, le nu propriétaire n'aura aucun droit de succession à payer puisque le bien lui appartient déjà. Donc le contrat de capitalisation nous intéresse dans sa partie démembrée, c'est-à-dire si on a fait donation de la nue propriété à son ou à ses enfants. Donc pas de droit de succession à payer. Alors, par ailleurs, le décès et la transmission aux héritiers permettent de purger le gain latent sur le contrat. C'est un tout petit peu plus compliqué, donc accrochez-vous, mais c'est très très intéressant. La valeur retenue pour calculer la base taxable au moment du rachat du contrat de capitalisation est celle retenue lors de la succession. Donc le rachat, on est en train de parler d'un héritier ou d'un bénéficiaire qui serait donc plein propriétaire après le décès de l'usufruitier et qui dit ben, j'ai besoin d'argent sur ce contrat. Son père, on va faire simple, on va dire que c'est le père qui a mis 200 000 euros sur le contrat. Au moment du décès, il y en avait 500. Et puis à un moment donné, on a besoin de 30 000 euros. Donc l'enfant récupère 30 000 euros. Comment sont-ils taxés? Est-ce que c'est de la plus-value ou est-ce que ça n'est pas de la plus-value? Donc effectivement, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Les héritiers ne sont donc pas redevables de l'impôt sur les gains du contrat réalisés avant la succession, c'est-à-dire jusqu'au moment du décès, tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat. J'appelle ça un sacré cadeau fiscal. Ça fait 40 ans que ça dure. On voit pas pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain. C'est comme ça, c'est adapté et en France, on fonctionne de la manière suivante. Regardez l'exemple. Alors, dans mon exemple, on considère qu'il y a 300 000 euros qui ont été versés dans un contrat de capitalisation démembré entre Jean, le père, et Sophie, sa fille. Pendant 28 ans, Jean usufruitier utilise son contrat comme bon lui semble. Il récupère les sommes qu'il veut quand il veut, c'est à lui, c'est son argent,
il est usufruitier du contrat, il peut faire strictement ce qu'il veut. À son décès, on constate que le contrat est valorisé 487 623. Il y a donc une plus-value de 187 623 et Sophie devient pleine propriétaire du contrat dont la valeur fiscale de départ, c'est 487 623 et non pas les 300 000 que Jean avait versés sur le contrat. Donc, les 487 623 entrent dans le patrimoine de Sophie en exonération de tout impôt de succession et de prélèvements sociaux. Les 187 623 ne règlent pas d'impôt de plus-value ni de prélèvements sociaux. Et par contre, comprenez bien que c'est pas tout à fait ce qui se passe en assurance vie, puisqu'en assurance vie, avant toute exonération de droits de transmission, il convient de régler les prélèvements sociaux sur la plus-value. Donc, si on avait fait la même chose, c'est-à-dire mis 300 000 euros sur un contrat d'assurance vie plutôt qu'un contrat de capi démembré, dans l'exemple présent, on a 187 623 euros qui ont été gagnés par le contrat d'assurance. C'est donc une plus-value constatée qui doit payer 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire 32 271,16. Concernant la transmission, 152 500 euros sont évidemment exonérés des droits de succession. On va dire que Jean avait placé l'argent avant ses 70 ans. Donc sur 150 000 euros, Sophie aura zéro à payer. Mais par contre, sur le différentiel, 487 moins 152 500, c'est-à-dire 335 123, ils sont taxés au taux de, Alain, vous nous dites combien? Non, Alain ne veut pas participer. Alors 20%, puisque au-delà des 150 000 euros, c'est la tranche à 20%. Et là, ça représente 67 024 euros de droits de succession. Donc, vous voyez bien que, alors pardon, je reviens un petit peu à la slide précédente. Vous vous rendez compte que entre les 32 271 euros de plus-value et les 67 000, on a quand même 19, allez, presque 100 000 euros à régler dans un contrat d'assurance vie qui n'était pas adapté puisqu'il était très supérieur aux 152 500 euros qui sont exonérés. Donc comprenez bien que dans cet exemple-là, c'est le contrat de capitalisation qui est idéal. Sauf que pour arriver à donner 300 000 euros, on a une exonération sur une partie de la donation et on a des frais sur la partie de la donation qui excède les 100 000 euros qu'on peut verser tous les 15 ans à ses enfants. Donc, vous voyez, c'est un peu faux d'arriver à la conclusion et de dire, avec le contrat de capitalisation, je paye zéro. Avec le contrat d'assurance vie, malheureusement, pour transmettre ce contrat, je paye 99 000 euros. C'est un raccourci. Donc chaque cas est un cas particulier et dans un premier temps, on utilise toujours le contrat d'assurance vie parce que il coûte rien, ça coûte rien d'être exonéré jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire multiplié par un certain nombre de bénéficiaires. Et si jamais on se rend compte que on va rentrer dans le schéma qui est évoqué ici, c'est-à-dire payer un petit peu d'impôt pardon, c'est pas de l'impôt, c'est des prélèvements sociaux sur la plus-value qu'on a réalisée sur le contrat et payer un peu de droits de succession. Alors à ce moment-là, on s'intéresse au contrat de capitalisation et on essaye de mettre ça en place avec son notaire préféré. Quand souscrire un contrat de capitalisation, bah vous l'avez compris, c'est pour ceux qui ont déjà rempli au maximum leur contrat d'assurance vie. Je précise, c'est pas au-delà de 152 500 euros. C'est au-delà de 152 500 euros par bénéficiaire. Je précise parce que je veux pas que mes propos soient mal interprétés et que vous considériez que le contrat d'assurance vie n'est intéressant que pour 152 500 euros. Non.
c'est 152 500 euros par bénéficiaire. Alors, pour accueillir les fonds démembrés, ben, souvent, la souscription d'un contrat de capitalisation est idéale pour le remploi des fonds issus de la cession d'un bien immobilier qui lui-même aurait été démembré entre les parents et les enfants. Et également, il y a un autre cas de figure pour ceux qui sont encore en France, c'est que lorsqu'on a une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, le contrat d'assurance vie ne peut pas être souscrit pour une entreprise, c'est bien le contrat de capitalisation personne morale qui convient et qui a toutes les qualités du contrat d'assurance vie. Donc, on peut avoir des rentabilités de très bonne qualité pour la trésorerie d'entreprise. Voilà, malgré la hausse des taux, les entreprises peinent toujours à trouver des solutions de placement intéressantes pour leur trésorerie. Et si certains comptes à terme offrent du 3 voire du 4%, alors mes slides datent d'un an et demi ou 2 ans. Aujourd'hui, comment dire, les solutions de placement, les comptes à terme, sont plutôt aux alentours de 1,5%. Rares sont ceux qui arrivent à obtenir du 2%. Donc, ces taux s'obtiennent en plus en bloquant le capital, ce qui est absolument pas probablement la bonne chose d'après moi pour une entreprise qui peut avoir besoin de ses liquidités. Donc, le contrat de capitalisation non seulement est disponible à tout moment, mais en plus apporte une rentabilité qui est bien supérieure à ce que les banques proposent. Voilà. Écoutez, en ce qui me concerne, merci de votre attention et je suis désormais ouvert à toutes vos questions.